Bienvenue pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on fait un petit saut dans le temps, Oui, retour en 1971. exactement, avec une source un peu particulière. Une thèse de doctorat, soutenue à Lyon par Raymond Favre. Et le titre, il est, Assez évocateur du contenu. oui, accrochez-vous, mise au point d'un four à bombardement électronique, étude des diborures de titane, de zirconium et hafnium. Carrément, Bon, en gros, un four très spécial pour étudier des matériaux très résistants. c'est ça. Ce qui est fou, c'est que ce type de four, à l'époque, c'était plutôt pour la métallurgie, non? Tout à fait. Le bombardement électronique, on l'utilisait pour fondre, purifier des métaux. L'appliquer à la chimie pure pour synthétiser et étudier des composés comme ces diborures qui sont hyper réfractaires. C'était assez novateur, quoi. Complètement. Donc l'idée là, c'est de voir comment il a conçu cette machine, un vrai défi technique pour 71, et puis comment il s'en est servi pour ces fameux dibrures. C'est à la fois de l'ingénierie et de la chimie fondamentale. Super intéressant. Alors, commençons par le commencement, hein. Le four lui-même, comment ça marche ce bombardement électronique? Alors, le principe de base, c'est assez direct. On accélère des électrons avec une haute tension, ils frappent la cible. Et l'énergie cinétique des électrons? Se transforme en chaleur. Énormément de chaleur, très localisée. Et au cœur de ça, il y a le canon à électrons? Oui, un canon de type Pierce, focalisé, assez puissant pour l'époque, 10 kW. Ça permet d'atteindre des densités de puissance très élevées. Un détail technique, la cathode, qui émet les électrons, est chauffée indirectement. Ça la rend plus robuste. Et tout ça, ça ne peut pas se faire à l'air libre, j'imagine. Ah non, surtout pas. Il faut un vide très très poussé. On parle de 10-6 torr. C'est un milliardième de la pression atmosphérique en gros. Pourquoi si vide? Pour deux raisons principales. Éviter que les électrons ne percutent des molécules d'air, ce qui les ralentirait et disperserait, et aussi pour protéger l'échantillon de toute contamination ou réaction avec l'air, à haute température, Logique. Et comment on obtient ce vide? avec des systèmes de pompage. Et l'astuce, ici, c'est qu'il y avait des pompes séparées pour le canon et pour l'enceinte où on met l'échantillon. Ça donnait plus de flexibilité et ça évitait qu'un dégazage dans l'enceinte ne perturbe le canon. Malin. Et cette enceinte de travail, elle avait des caractéristiques particulières? Oui, elle était pensée pour ces conditions extrêmes, en acier inoxydable déjà, avec une double paroi refroidie par circulation d'eau pour évacuer la chaleur. Il devait faire chaud là-dedans, hein? Ah oui, et il y avait aussi une protection en plomb, Contre les rayons X. exactement générée par l'impact des électrons. Et puis bien sûr, un hublot spécial en verre plombé pour pouvoir regarder ce qui se passe et surtout mesurer la température avec un pyromètre optique, sans contact évidemment. D'accord. Et la question qui tue. Sur quoi on pose l'échantillon pour le chauffer à des milliers de degrés sans que le support ne fonde ou ne réagisse? Très bonne question. C'est un des points clés. Ils ont utilisé des supports en cuivre très purs, le cuivre OFHC, qui conduit très bien la chaleur, et surtout ces supports étaient refroidis très intensément par une circulation d'eau. Donc le cuivre reste froid. Oui, l'idée c'est que seul le cœur de l'échantillon fond, la partie en contact direct avec le cuivre reste solide et froide. Ça évite la contamination. Ils avaient un creuset fixe et une sorte de lingotière mobile pour pouvoir déplacer l'échantillon sous le faisceau, un peu comme pour la fusion de zones. C'est vraiment ingénieux. On imagine la complexité à assembler tout ça en 71, hein. Le vide, la haute tension, le refroidissement, les sécurités automatiques. Tout à fait. C'était une belle prouesse technique, surtout appliquée à un but chimique. Bon, une fois le four construit, il a fallu le tester, le calibrer. Bien sûr. Et pour ça, ils ont utilisé une méthode assez classique en métallurgie sous vide, la purification du zirconium. Pourquoi le zirconium? Parce qu'on sait qu'il contient souvent des impuretés métalliques, comme le fer, le chrome, le nickel, qui sont plus volatiles que lui. Plus volatile, c'est-à-dire? Elles s'évaporent plus facilement à haute température et sous vide. C'est lié à leur tension de vapeur, un concept décrit par la loi de Langmuir. En fondant le zirconium dans le four, ces impuretés s'évaporent préférentiellement. Et on obtient un zirconium plus pur. Exactement. Et ça a très bien marché, ils ont réduit ces impuretés à quelques parties par million, voire moins. Ça validait le principe du four pour la purification. Mais après, ils sont passés à un matériau bien plus coriace, le bore. Et là, ça a été une autre histoire apparemment. Ah oui, le bore, c'était le gros défi des tests. Le problème, c'est que le bore est un isolant électrique. Contrairement aux métaux. Et alors? Et alors, quand on le bombarde avec des électrons, qui sont des charges négatives, ces charges s'accumulent à la surface. Elles ne peuvent pas s'écouler facilement. Et ça crée des problèmes. Énorme. Répulsion électrostatique, ça provoque des arcs électriques, des projections de matière.
Essayer de fondre de la poudre de bore comme ça, c'était juste impossible. Le truc vous explosait à la figure, quoi. La galère, comment ils ont contourné ça? Ils ont dû ruser, comme tu dis. L'astuce a été de ne pas partir de poudre. Ils ont d'abord fabriqué des petits blocs de bore bien compacts, en les pressant à chaud dans une matrice en graphite. Des pastilles ou des barreaux, en gros. Voilà. Et ensuite, ils ont chauffé ces blocs très très progressivement avec le faisceau d'électrons pour que la surface devienne un peu conductrice avant que les charges ne s'accumulent trop. Et ça a marché. Ça a fini par marcher. Ils ont réussi à le fondre et même à estimer sa température de fusion autour de 2020 degrés Celsius, plus ou moins 20 degrés. Mais c'était délicat à mesurer précisément avec le pyromètre dans ces conditions. Fascinant de voir comment ils ont dû adapter la technique aux matériaux. C'est ça la recherche. C'est exactement ça. Bon, alors, le four est prêt, testé, même sur des cas difficiles comme le bore. Raymond Favre a pu enfin s'attaquer à son objectif principal, les diborures de titane, Tib2, zirconium, ZrB2, et hafnium, HFB2. Pourquoi ces trois-là? Parce que ce sont des matériaux vraiment hors normes. Leurs points de fusion sont extrêmement élevés, Tib2 autour de 3225 degrés, ZrB2 vers 3245 degrés, et HFB2, le champion, à 3250 degrés. Incroyable! Et à part tenir la chaleur, Ils sont aussi très durs, très résistants à la corrosion chimique et ils conduisent bien l'électricité et la chaleur. Des propriétés qui les rendent super intéressants pour des applications, disons, exigeantes. genre, le nucléaire, l'aérospatial, les tuyères de fusée, les électrodes pour l'électrolyse de l'aluminium, les outils de coupe. Partout où ça chauffe fort et où ça doit résister. D'accord. Et comment il les a fabriqués alors dans son super four La méthode choisie, c'était la réduction des oxydes métalliques TiO2, ZrO2, HFO2 par le bore lui-même, sous vide. C'est-à-dire? On mélange l'oxyde du métal avec de la poudre de bore, on chauffe fort dans le four et la réaction chimique se produit. En gros, oxyde de métal plus bore donne diborure de métal plus un produit gazeux. Le bore vole l'oxygène à l'oxyde métallique. C'est l'idée. La réaction générale, c'est MO2 plus 4B, MB2 plus un sous-oxyde de bore gazeux. Et c'est là qu'il y a eu une découverte intéressante. Ah, Laquelle? tout le monde pensait, ou supposait, que le gaz qui s'échappait était du monoxyde de bore, BO. Logique, non? Bah oui, ça paraît simple, hein. Sauf que l'étude thermodynamique poussée, et surtout les analyses par spectrométrie de masse en cours de réaction, ont montré autre chose. C'était pas BO? Non, c'était du B2O2, un dimère. Un détail peut-être, mais important pour bien comprendre le mécanisme de la réaction et optimiser les conditions. La température idéale pour la synthèse se situait d'ailleurs autour de 1700-1800 degrés Celsius. C'est précis. Et obtenir le produit final bien pur, avec la bonne composition, un métal pour de bord, la stoichiométrie comme on dit, c'était facile. Ah non, pas du tout. C'est un autre gros défi avec ces matériaux. Il fallait déjà réussir à analyser très finement ce qu'on obtenait, doser le métal, le bore total, mais aussi distinguer le bore libre de celui qui était combiné dans le diborure et traquer les impuretés, oxygène, carbone, azote. Un vrai travail de chimiste-analyste. Absolument. Et une impureté particulièrement embêtante, c'était l'oxygène résiduel. Difficile de s'en débarrasser complètement. Il y avait une astuce pour ça aussi, hein. Oui, ajouter un peu de carbone au mélange initial. Du carbone. Pourquoi? Parce que le carbone réagit très bien avec l'oxygène à haute température pour former du monoxyde de carbone, CO. C'est un gaz très stable et facile à évacuer avec les pompes à vide. Ça permettait de piéger l'oxygène et d'abaisser sa concentration dans le diborure final. Ingénieux, encore une fois. Et une fois ces diborures synthétisées et purifiées au mieux, quelles propriétés clés ont été étudiées? On a regardé leur stabilité sous vide. Ils tiennent bien, mais au-delà de 2200 degrés Celsius environ, ils commencent à s'évaporer sans se décomposer. Leur résistance à l'oxydation à l'air, ils commencent à s'oxyder sérieusement entre 420 degrés Celsius pour ZrB2 et 590 degrés Celsius pour HFB2. Et il a réessayé de voir si l'oxygène pouvait s'intégrer dans la structure veille. Oui, il a cherché un lien entre la teneur en oxygène résiduel et les dimensions de la maille cristalline du TiB2, par exemple. L'idée était de voir si un oxybourure pouvait se former. Mais les résultats n'ont pas été concluants sur ce point. D'accord, donc si on résume cette thèse de 1971... Pour moi, il y a deux apports majeurs. Le premier, c'est vraiment la mise au point réussie d'un outil technologique avancé, ce four à bombardement électronique, adapté à des problématiques de chimie des hautes températures. Une vraie performance instrumentale. Et le deuxième? C'est l'étude fondamentale elle-même. La synthèse de ces diborures, TiB2, ZrB2, HFB2,
la clarification du mécanisme réactionnel avec ce fameux B2O2, et la caractérisation de leurs propriétés, malgré les difficultés d'analyse de l'époque. C'est une belle illustration de la démarche scientifique finalement. On conçoit un instrument, on le teste, on le pousse dans ses retranchements, et ensuite on l'utilise pour explorer de nouveaux matériaux, de nouvelles réactions. Exactement. On repousse les frontières de ce qu'on sait faire et de ce qu'on comprend. Ça montre bien que maîtriser les conditions extrêmes, ici la très haute température et le vide poussé, c'est une clé fondamentale en sciences des matériaux. Ça l'était en 1971 et ça l'est toujours aujourd'hui. Et ça laisse songeur. On se demande ce que Favre aurait pu découvrir de plus avec les outils d'analyse et de contrôle dont on dispose maintenant, basés sur ces mêmes principes pionniers. Quelles nouvelles frontières on pourrait ouvrir aujourd'hui en poussant encore plus loin ces conditions extrêmes? Une excellente question pour finir. Merci pour cette plongée fascinante dans la science des matériaux des années 70. Merci à toi, c'était passionnant.